Au départ, je me sentais dans la position d'un héros cornélien, partagé entre l'amour et le devoir. Par amour pour Tatiana Migliaresi, je voulais aller dans les sciences humaines. Par devoir envers la philosophie, je suis venu chez Marc et Christian Berner. Mais les deux sujets vont un peu de pair, d'où mon titre, qui est de contribuer à une typologie de la traduction dans la perspective de la philosophie et de son prolongement, ou plutôt de ce qui, dans les sciences humaines, peut faire figure de prolongement et même au-delà. En cela, d'ailleurs, je rejoins assez les présupposés des organisateurs, et notamment, je reprendrai volontiers à mon compte la tripartition qu'a proposée Tatiana Migliaresi, à savoir discours, enfin c'est pas mes termes, donc je veux bien les reprendre, mais je ne sais plus ce que j'ai fait de mes notes, poétique, épistémique et pragmatique. Pragmatique et épistémique. Voilà. Alors, s'agissant des textes philosophiques, pour certains, on les met du côté de la traduction littéraire. Ça m'est arrivé par commodité. C'est une forme particulière de littérature. Je vais y revenir et j'essayerai d'être plus explicite. Par ailleurs, j'étais amené aussi à faire le rapprochement avec la traduction spécialisée. Alors là, il y a un problème de terminologie. Est-ce qu'on parle de traduction spécialisée, de traduction technique, de traduction professionnelle? Alors, les Allemands emploient pragmatique, ça a été repris par Jean de Lille et par Nicolas Froeligère. Moi, j'ai tendance à être un peu réticent des termes de pragmatique parce qu'il est déjà très polysémique et qu'en tant que germaniste, moi, je suis die Wacht am Rhein. Et donc, je sais on sait de quoi il s'agit. On a le référent. C'est la traduction que parfois certains appellent non littéraire. C'est le gros de ce qui se produit. Mais ce qui nous intéresse, enfin ce qui m'intéresse moi ici, ça va être justement autre chose. Alors, j'avais été amené à classer la traduction philosophique dans la traduction spécialisée à un colloque à Grenoble qui portait sur la traduction spécialisée. Et j'avais demandé à l'organisatrice, est-ce que tu me veux? Elle m'a dit oui, et elle m'a proposé un titre qui était traduction philosophique et traduction spécialisée, même combat. Il y avait un petit côté un peu post-68 art qui était amusant. Et j'ai sauté dessus, sur le titre, bien sûr. Mais en réalité, ça n'est ni que de la traduction littéraire, ni que de la traduction technique spécialisée, professionnelle, etc. Il y a une spécificité de la traduction philosophique. C'est ça qui m'a amené, comme d'autres, à réfléchir à une typologie que j'avais esquissée il y a déjà quelques années, en 51, en prenant appui de façon critique sur la tripartition que proposait Katharina Reiss, qui proposait donc une opposition, un classement de trois types de discours, de trois types de traduction. La traduction des textes techniques, la traduction des textes expressif, c'est-à-dire littéraire, et la traduction des textes opératifs, c'est-à-dire essentiellement la publicité, mais aussi la propagande. Alors, ça reposait sur une théorie de la communication, c'est du moins ce qu'elle propose, ça s'appuyait sur l'héritage de Karl Bühler, et donc il y avait d'un côté la traduction technique qui était centrée sur l'objet dont il est question, la traduction impressive ou littéraire qui était centrée sur l'émetteur, et la traduction opérative ou publicitaire qui était centrée sur le récepteur. Alors, premièrement, j'ai critiqué, je vais très vite, c'est injuste, parce qu'on va vite. D'abord, je critique le présupposé selon lequel les trois instances de la communication invoquées pourraient être isolées. C'est d'emblée qu'un émetteur émet un message sur un objet à un récepteur. Et moi, je reprendrai le triangle. Ce triangle de Katharina Reiss m'a au moins engagé à proposer une alternative. Et je proposerai mon triangle non pas en termes de théorie de la communication, mais plutôt en termes de théorie de la connaissance. Je vais y revenir. Par ailleurs, de point de vue méthodologique, mon approche ne sera pas strictement linguistique, au sens où ce que je propose n'est pas induit d'une analyse linguistique, mais réfère
à une expérience de la pratique traduisante, et c'est dans cet esprit-là que j'ai conçu la typologie que je propose. Il me paraît important de prendre le risque de la typologie, et j'insiste sur la formule risque de la typologie, d'abord parce qu'on a un continuum énorme, et nous avons plusieurs centaines de communications dans ce congrès mondial. La multiplication des sessions, des ateliers, des actes montre à quel point l'objet est multiple. Et il faut prendre le risque de la typologie. Si je dis le risque de la typologie, c'est que toute typologie est invalidée dès lors qu'elle est formulée, puisqu'on trouvera toujours des éléments qui sont dans l'entre-deux, dans l'entre-trois, et qui ne collent jamais tout à fait. Mais une typologie n'est pas là pour être vraie, mais pour permettre de mieux percevoir le réel dont il est question. Et à la limite, la typologie est une béquille qui va permettre de marcher, et on s'en débarrassera quand on marchera vraiment. Donc voilà le cadre général de la réflexion. Alors, au départ, souvent, il régnait une théorie dualiste. Il y avait la traduction littéraire, puis tout le reste. Et ça, c'est le type même de fausse typologie, puisque c'est quelque chose et le reste. Et donc, la typologie de Katharina Reis avait le mérite d'exister. Et moi, je propose comme alternative la traduction spécialisée, technique, professionnelle, pragmatique si on veut, non littéraire. D'autre part, la traduction littéraire. Et le troisième terme pour moi, ce serait la traduction philosophique. Et ça n'est pas que j'ai souhaité seulement plaider pour mon saint et un saint que nous sommes quelques-uns à partager, c'est qu'il m'est apparu qu'il y avait un fonctionnement du discours philosophique qui appelait une réflexion sur le sujet. Et c'est ce que j'étais amené en critiquant en 1951 la typologie de Katharina Reis. Alors, c'est vrai que la traduction philosophique regarde du côté de la traduction technique, au sens où il y a une terminologie, il y a la gestion d'une terminologie, et Tatiana Migliaresi a à juste titre marqué que la terminologie n'a pas, dans nos domaines, sciences humaines, philosophie, la même rigueur qui appellerait des traductions biunivoques, des concordances interlinguistiques, que la terminologie scientifique ou technique. Encore que des vrais spécialistes de la question, comme Loïc de Pecker, a bien marqué qu'il y a des marges où la terminologie scientifique ou technique elle-même souffre un certain nombre de glissements, d'aléas, mais il y a quand même une différence entre les deux. D'autre part, alors, le discours philosophique, par opposition au discours technique, est un discours essentiellement argumentatif, qui en appelle non pas à la logique d'un contenu, d'une manipulation, d'une production d'un objet, mais à l'échange des arguments, au principe de discussion, pour faire encore une fois écho à Habermas. Et un autre aspect, c'est donc mais qui est en commun avec la traduction technique, c'est l'objectivité visée. Sauf que dans la philosophie, c'est pas une objectivité attestée, mais c'est une objectivité visée. Par ailleurs, la traduction philosophique regarde du côté de la traduction littéraire, comme je l'ai indiqué, ne fût-ce que parce qu'il y a une octorialité très forte. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que on est gommé l'auteur. On ne gomme dans la traduction, dans les textes philosophiques, l'octorialité est très forte, comme en littérature. Et alors, la différence avec la traduction littéraire, on va essayer de la mettre en évidence. Je voudrais faire un sort à la formule de Antoine Berman, la traduction des œuvres, qu'il emploie comme un synonyme de la traduction littéraire, que moi j'emploie dans un sens plus large, j'y reviendrai, mais j'ai trouvé que sa formule a l'avantage d'insister sur la singularité des œuvres littéraires. On a tendance à dire traduction littéraire, bon, c'est du mou, c'est de l'affectif, non, c'est tout un ensemble de constellations très particulières et qu'on va essayer de ramener à un dénominateur commun. Alors on pourrait réfléchir, la traduction littéraire serait du côté du signifiant, c'est très simple, c'est faux. La traduction philosophique du côté du signifié, c'est aussi simple. Et on aurait, c'est ce que j'avais esquissé en 1979, une esthétique de la traduction littéraire, une logique de la traduction philosophique.
Je pense que le plus important, c'est surtout le coefficient de subjectivité. Et c'est un des points sur lesquels que j'ai évoqué dans ma conférence plénière hier et que certains ont repris, évoqué, comme par exemple Annie Brisset et en creux Nathalie Kubler, c'est le non-effacement du sujet. Et en littérature, ça n'est que trop évident, mais en philosophie, le sujet peut faire semblant de s'effacer derrière la raison, mais c'est qui la raison? C'est le sujet philosophique. Voilà, alors, certains aspects, ça va être donc une spécificité du phénomène terminologique par opposition à la traduction littéraire, et à la différence de ce qui se passe dans la traduction technique. Mais alors même, et ce qui est intéressant, c'est que les termes, les concepts philosophiques que j'appelle volonté les philosophèmes, les terminologèmes philosophiques, ce sont des unités lexicales qui sont le point de fuite du discours philosophique dans lequel ils s'insèrent. C'est-à-dire qu'ils sédimentent en eux un contenu, une sémantique de pensée à travers le discours au sein duquel ils s'insèrent. Et la traduction philosophique va devoir importer des concepts avec l'environnement, avec le contexte, et notamment en important une problématique. C'est une formule que je dois à Marc Delaunay dans nos échanges d'antan. On importe des concepts, mais on importe aussi la problématique au sein de laquelle le concept apparaît. Et ce qui est spécifique à la philosophie, c'est que la problématique est propre à une œuvre philosophique. Elle s'inscrit certes dans une tradition, certes dans un contexte culturel, mais elle est clivée par rapport à un auteur, un système, une réflexion particulière. On pourrait avoir des débats à propos de Schleiermacher ou de Ortega y Gasset qui l'illustrent, mais je vais essayer d'aller un peu plus vite. Alors, ce qui est intéressant, au-delà de ces quelques remarques que je vais poursuivre, c'est que la traduction philosophique prend la valeur de ce que Max Weber appelait un type idéal, un Idealtyp. C'est-à-dire que, au-delà de la philosophie en elle-même, ce que la philosophie et la traduction philosophique révèlent débouche sur des perspectives plus larges, notamment la part réflexive, argumentative et philosophique qu'il y a au sein des sciences humaines. Les sciences humaines ne sont pas que ça, mais elles comportent une dimension qu'on peut appeler philosophique. Et plus généralement, j'avais proposé d'étendre encore en parlant de discours théorique. Et je suis tout à fait disposé à reprendre la terminologie de Tatiana Migliaresi et Christian Werner en disant discours épistémique. C'est quand même toute terminologie est mauvaise, toute typologie est fausse, mais épistémique c'est moins mauvais que théorique. Donc j'abandonne ma mauvaise terminologie contre la vôtre qui est moins mauvaise, qui est mauvaise aussi, mais moins. Et on verra si on trouve mieux après. C'est ça le travail intellectuel. Nous sommes tous, comme le disait le petit Thomas, en citant Ortega y Gasset, des erreurs improbables. Voilà. Voilà. Donc, voilà un certain nombre de points. Je parle un peu dans le désordre parce que, comme toujours, au début d'une communication, on se dit qu'est-ce que je vais leur raconter ? Et puis on travaille, et puis après on a trop de choses. C'est comme dans un colloque, on dit il faut qu'on ait des gens qui viennent, on en fait venir, puis après on dit il y a trop de monde. Heureusement, il y a des gens qui font défection. Mais là, je vais essayer d'avancer. Alors, oui, bon, ça y est, d'accord, c'est fait. Alors, comment caractériser? Oui, je voudrais critiquer les textes opératifs qu'évoque Katharina Reis, puisque je le remplace par la traduction philosophique, des sciences humaines, du discours théorique, ou plutôt la traduction épistémique. Les textes opératifs, ce serait en somme, dans la perspective de Katharina Reis, en somme des textes littéraires sur le mode déficient de l'effacement de l'auteur. Parce que un texte littéraire, lui aussi, il vise un lectorat, il vise l'émotion
l'émotion dont est porteur un texte poétique, un texte littéraire, ça n'est pas une sorte de tempête dans un verre d'eau propre à l'auteur, c'est quelque chose qu'il a éminemment la volonté, la puissance, le talent, le génie de transmettre. Et donc, cette distinction entre émetteur-récepteur me paraît inadéquate. Là, les textes opératifs, ce serait un mode déficient des textes littéraires où l'auteur est gommé. Alors, pour ce qui est de la philosophie, je vais un peu dans le désordre, encore une fois. La philosophie, je pourrais la caractériser en disant c'est la rationalité incarnée. Incarnée dans une tradition, et notamment, par exemple, la raison critique qui est le ministère qui exerce la philosophie, elle est située historiquement, elle est située culturellement, elle est située dans la tradition d'une problématique, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. J'ai employé le terme de viscosité culturelle. La viscosité culturelle, ça me plaît bien comme métaphore, c'est l'idée que la culture a une certaine souplesse, mais une certaine raideur aussi. Et qu'on ne pense pas indépendamment d'une tradition au sein de laquelle on est, mais à laquelle on n'est pas non plus asservi, mais qu'on assouplit, on dépasse, on enrichit. D'où ce terme de viscosité culturelle, et notamment nationale. Il y a un idéalisme allemand, il y avait des matérialistes français, il y avait une philosophie anglo-saxonne de l'analyse linguistique, etc. D'autre part, alors, la problématique s'inscrit dans une tradition philosophique historiquement située, et chaque œuvre philosophique est une pierre dans l'édifice, mais elle contribue à édifier et à détruire l'édifice, à le remanier, à le fragiliser. Une sorte d'ouvrier maçon qui, en même temps qu'il apporte des pierres, sape la maison à laquelle il travaille. Et alors, encore une fois, j'insiste sur la singularité octoriale. Au lieu de ça, donc, les textes expressifs ou littéraires dont parle Katharina Reiss, c'est comme si l'œuvre littéraire se réduisait à la subjectivité de son auteur. On aurait les problématiques de l'homme et l'œuvre, tout le débat de Proust contre Sainte-Beuve, et puis plus récemment, les oppositions avec les structuralistes, le texte, rien que le texte, par opposition à l'enracinement historique, octorial, etc. En réalité, l'œuvre littéraire ou philosophique s'autorise d'un lecteur idéal qui est son mode de validation principal. Alors maintenant, si je veux essayer d'apporter ce que j'ai appelé des marqueurs de discursivité. Des marqueurs de discursivité. Alors, il y aurait les marqueurs linguistiques qui ne me paraissent pas l'essentiel, puisque, encore une fois, je n'induis pas ma typologie d'analyse linguistique, mais on pourra s'interroger sur la longueur des phrases, les différences de syntaxe, les taux différentiels de nominalisation, de suffixation, les structures argumentatives, les éléments de terminologie, les critères stylistiques, les fréquences différentielles de certains items linguistiques, et alors la place du sujet de l'énonciation. Le sujet de l'énonciation, dans les deux cas, traduction philosophique, traduction littéraire, est éminemment présent, quand bien même sa présence est sur le mode de l'effacement, et qu'il se dissimule derrière des passifs impersonnels que le latin permet et l'allemand encourage, et que le français parfois se permet d'employer. Mais en français, comme c'est très marqué, l'effacement du sujet est encore plus marqué. Et je pense à une formule du regretté André Chassigneux, qui était professeur de traductologie à l'ESIT, et qui avait fait une conférence sous le titre « Le traducteur brille par son absence ». Eh bien, l'effacement du sujet brille par la présence du sujet gommé. Une autre remarque, je parle un peu dans le désordre pour que ce soit un peu concret, très tôt dans les cours de philosophie que j'ai dispensés à Nanterre, avec le privilège d'avoir quelqu'un comme Marc Delaunay à mes débuts, ce qui était une provocation à essayer de ne pas être un trop mauvais prof, j'ai été amené à faire aussi un travail sur la traduction. Et alors, il m'est apparu qu'une des spécificités de la traduction philosophique, c'est les aspérités. Et les aspérités d'un texte philosophique.
Et j'aime cette métaphore, je vais proposer 2 métaphores, la viscosité et les aspérités, j'y tiens. Les aspérités, ça veut dire que ça accroche. Vous savez, comme dans Apocalypse Now, quand j'introduis un peu de frivolité pour détendre l'attention, à un moment, le héros veut aller chercher celui qui est joué par un bandeau, et il demande à la cavalerie d'intervenir. Vous voyez ce passage formidable où les hélicoptères arrivent sur le village en mettant à fond la chevauchée des Valkyries parce qu'ils disent ça les impressionne. Mais avant d'en venir là, le capitaine de cavalerie qui est joué par Duval dit ah ça accroche. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça accroche. En anglais c'est it's hairy, mais en français c'est mieux, ça accroche. C'est-à-dire que dans un texte, on lit un texte et il y a un moment où ça accroche, il y a une aspérité. Et autrement dit, il y a une difficulté à comprendre, une difficulté à interpréter et a fortiori à réexprimer. Mais les aspérités, c'est aussi, d'où mon intérêt pour la métaphore, un peu comme quand vous faites de l'escalade, donc Apocalypse Now, l'escalade, quand vous faites de l'escalade, vous appuyez vous prenez appui sur des aspérités. Les difficultés du texte, c'est ce sur quoi vous prenez appui pour gravir le texte. Gravir le texte et approfondir votre réflexion sur le texte pour en oser une interprétation. Et c'est l'intérêt de la discursivité philosophique, c'est de ne pas s'épuiser dans ce que j'ai appelé le cliquetis des concepts, ou alors que la philosophie soit comme une forteresse au sein de laquelle certains ont le désir de s'enfermer pour être à l'abri du tumulte du monde. Moi, je vois plutôt dans la philosophie des fenêtres vers la profusion du réel. Et le danger, ça va être justement une philologisation de la philosophie. La philosophie deviendrait un immense rite funèbre où en fait on raconte ce que Platon, Aristote, Plotin, Descartes, Suarez, Kant, etc., ont raconté eux-mêmes, et ont toujours envie de dire « Et toi, tu penses quoi ?» Oh ben je pense que Platon, Aristote, Descartes, c'est très très bien. Eh bien, il faut assumer, je crois qu'il faut assumer son insuffisance, le fait d'être une exception comment? Une erreur provisoire. D'être une erreur provisoire, y compris en philosophie, parce que s'il y a tant de philosophes, c'est souvent ce qu'on entend des non-philosophes, ils ne sont pas d'accord entre eux. Et effectivement, c'est que si on n'est pas tous d'accord, c'est qu'il y a sans doute un projet de vérité, ce que Heidegger appelle l'histoire de la vérité de l'être, c'est-à-dire qu'il se manifeste à travers les spécificités des systèmes une part de vérité qui les transcende. Heidegger emploie la très belle métaphore de la chaîne de montagnes, où les grands philosophes sont comme des montagnes, et en somme, il y a une ligne de sommet à sommet. Voilà. Mais simplement, les sommets, c'est très bien, mais nous, il faut que nous montions, nous grimpions nous-mêmes avec les aspérités pour essayer de nous approcher d'un sommet, Heidegger, Platon, Aristote, Descartes et beaucoup d'autres. Alors maintenant, quant à... Je vais peut-être approcher d'une conclusion, Marc, non, ou bien j'en ai encore, hein. J'ai de quoi faire. Bon, encore un petit peu, encore un petit chouïa. Ah, le petit chouïa. Alors, la distinction que je reprendrai, je l'emprunte à la linguistique, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, ma typologie se veut une typologie à partir de l'expérience de traduire, à partir de l'expérience de la pratique traduisante, avec ses insuffisances et son caractère de subjectivité au bon et au moins bon sens du mot. Alors, simplement, la linguistique, qui n'a pas réponse à tout, mais qui a beaucoup de réponses à nous donner, et notamment à nous philosophes aussi, je m'en inspire en reprenant des concepts de Yelmslev. Oui, alors, Yelmslev, on prononce Yelmslev, tout le monde dit Yelmslev comme si c'était un russe. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une petite amie danoise, donc je sais que c'est Yelmslev. Et alors, Yelmslev distingue fait une théorie de la connotation.
j'ai consacré 150 pages dans le 4e chapitre de mes théorèmes, pas à IMZ, mais à la connotation. Alors, il est clair que la traduction littéraire a à voir avec la connotation au sens courant du terme, au sens où on nous raconte quelque chose et au-delà de ce qui est raconté, il y a un effet, un halo. Hein, j'aimerais bien une autre métaphore après la viscosité, les aspérités, que j'emprunte celle-là à Alain, qui dit que les possibles constituent un halo autour du réel. Eh bien, il y a un halo de connotation autour du discours littéraire. Mais ce serait peu dire. Et Hjelmslev, moi-même, vous voyez, j'oublie, Hjelmslev distingue les langages de dénotation et les langages de connotation. Un langage de dénotation, c'est tout simplement un discours qui dit ce qu'il dit, et la traduction spécialisée, professionnelle, pragmatique, technique, chez vous, pragmatique. Ah, pragmatique, comme les Allemands, oui. Oui, c'est pour ça que je le bloquais. Hein. J'aime bien les Allemands. Hein. Wenn schon, dann. Donc, ça, ce serait le langage de dénotation. Le dénoter, c'est ce que indique, ce que marque au niveau d'un objet référentiel ou d'une catégorie connue. L'objet référentiel, ça peut être une idée, ça peut être un souvenir, ça peut être quelque chose de circonscrit et connu. Donc alors, la traduction pragmatique, spécialisée, professionnelle, technique et autres, ce sont la traduction des langages de dénotation. La traduction littéraire, c'est la traduction d'un langage de connotation. Non pas seulement au sens où il y a ce halo affectif, le terme qu'a employé Tatiana ce matin, c'était pas affectif, c'était... j'aurais dû prendre mes notes, je suis désolé. J'ai pensé que mes souvenirs suffiraient. Pardon ? Ah bon. Oui, c'est vrai que c'est vrai que je vous confonds avec Tatiana, alors c'est parce que j'ai pas mes lunettes. Hein. Affectif ou expressif, enfin bon. Il y a ça, mais il y a plus. C'est-à-dire que la théorie de Hjelmslev est intéressante. Un langage de connotation, c'est le fait que le langage de dénotation, signifiant et signifié, qui raconte quelque chose, qui parle de quelque chose, fonctionne comme un signifiant bis et qui renvoie à un signifié bis. Et ce signifié bis, c'est beaucoup plus. Et là, ça veut dire que le discours qui nous est tenu, un roman, par exemple, nous raconte une histoire. Cette histoire, il y a des connotations au sens courant, des personnages auxquels on s'intéresse, etc. Mais au-delà de ça, la narration, l'écriture, fait exister un univers qui est un au-delà du discours, qui serait le signifié bis. Enfin, le terme de Hjelmslev, c'est pas signifiant, signifié. J'ai traduit en termes saussuriens auxquels nous sommes plus habitués. Pour lui, le signifiant, c'est l'expression, et pour lui, le signifié, c'est le contenu. Alors, le langage de dénotation, c'est l'expression c'est un contenu exprimé par une expression. Et alors, il complique un peu les choses en disant que il y a la forme de l'expression qui exprime la forme du contenu. Mais derrière la forme, il y a la substance. Autrement dit, le langage de connotation va faire servir le langage de dénotation comme forme de l'expression porteuse d'une forme du contenu différent ou complémentaire, un dépassement qui est justement l'originalité, le fait que quand nous lisons Proust, nous sommes éblouis par l'écriture, par ce qu'il raconte, mais aussi parce qu'il y a une sorte, comme disait je ne sais plus qui, une petite musique, ou même plutôt une grande musique, puisque avec Proust, c'est aussi bien du Mozart que du Wagner. Et alors, voilà. Donc, il y aurait d'une part les langages de dénotation, c'est la traduction pragmatique. D'autre part, le langage de connotation, qui n'est qu'un cadre théorique pour dire ce qui nous échappe de la littérature dans sa singularité, dans les sortilèges d'une subjectivité sublimée qui
en général, nous charment, peuvent nous échapper. Parfois, on rencontre une œuvre, on ne la rencontre pas. Moi, bon, j'aime bien Proust, je ne suis pas original, mais je pose souvent la question. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh, j'ai essayé, oh là là, Proust ». Je dis « Il faut avoir des vacances et prendre les 3 volumes pour commencer la page 1 ». Et il y a des rencontres avec des grands auteurs qu'on ne peut pas faire ou qu'on a loupé. Et alors, la catégorisation que je propose, c'est simplement un cadre dans lequel faire tenir ça, mais sans parler du contenu. Et alors, pour ce qui est du troisième terme, la traduction philosophique des sciences humaines du discours théorique ou épistémique, alors je dirais que c'est un métalangage. Alors, le terme de métalangage a 2 sens différents. Le sens le plus courant, c'est un langage qui énonce le mode de fonctionnement du langage-objet. Une grammaire, c'est le métalangue, le métalangage de la langue dont elle parle. Mais il y a un autre sens qui est employé par certains que je reprends, de Kotsoy et d'autres, c'est l'idée qu'un métalangage, c'est un langage qui n'a pas d'autre référent que son propre signifié. Un langage qui n'a pas d'autre référent que son propre signifié. On pourra trouver un analogue en mathématiques avec la question de savoir quelle est la différence entre le cercle et l'idée du cercle. Est-ce qu'il y a une idée du cercle différente du cercle? Non, il n'y a pas d'autre idée du cercle que le cercle lui-même, qui est l'idée de lui-même. Alors, après, on peut étendre, c'est-à-dire que la philosophie elle-même n'a d'autre référent que le signifié des concepts qu'elle construit dans sa discursivité. Même si, au bout du compte, comme pour les mathématiques, il y a le formalisme rencontre le réel. L'axiomatique, une théorie hypothético-déductive en géométrie, elle obéit à des critères purement formels, mais il y a un modèle qui fait que, par exemple, une des géométries que nous pratiquons, c'est la géométrie euclidienne qui correspond en réalité à notre expérience de l'espace, alors que, comme vous savez, Riemann et Lobachevsky sont partis de postulats différents, puisque l'idée, c'était, tous ces gens-là, ce qui les chagrinait, c'était le fameux postulat d'Euclide, dont nous avons un souvenir ému. Par un point extérieur à une droite, on peut mener une parallèle et une seule à cette droite. Et le Riemann et Lobachevsky ont dit, ben, non, on peut emmener plusieurs, on peut emmener une. Ils pensaient arriver sur une contradiction de façon à éliminer ce postulat. Et en réalité, ils ont développé 2 géométries différentes. Ça a eu l'intérêt de faire apparaître que la géométrie euclidienne que nous connaissons n'est pas un démarquage de l'expérience de l'espace, mais c'est une reconstruction formelle qui se trouve avoir un modèle qui l'illustre, à savoir notre expérience de l'espace quotidienne. Et donc, ce qui est vrai... Voilà, bon, on y va. Donc, la philosophie n'a d'autre référent que son propre signifié, conceptuel. Sans doute, on peut faire le rapport avec le droit, dans des limites à déterminer. Et je ne résiste pas à l'idée d'évoquer l'intuitus originarius chez Kant, parce que Kant distingue l'intuitus derivativus, au terme duquel notre intuition est dérivée de l'objet, et donc implique tout l'appareillage subjectif, mais Dieu a l'intuitus originarius, son intuition crée l'objet. Il y a quelque chose d'un peu analogue. Alors j'aurais voulu prendre un exemple, je ne sais pas si on peut le prendre, si j'ai 2 minutes. Si, tu as 2 minutes. Voilà. Alors le terme, j'avais plusieurs exemples. Hein. Et moi je travaille sur l'allemand, je pensais à communication, parce que je travaille là-dessus chez Habermas. Puis j'ai pensé à une chose simple qui rejoignait des remarques qui ont été faites ce matin, Aufklärung. Aufklärung, le signifiant veut dire clarification par ouverture. En réalité, dans le fonctionnement de la terminologie de l'histoire de la philosophie, c'est ce qu'on appelle en français les lumières, qui se dit en italien l'illuminismo, qui se dit en espagnol l'illustración, et qui se dit en anglais enlightenment. Alors, moi j'ai eu, enfin, nous avons eu à quelques-uns à traduire die Dialektik der Aufklärung de Adorno et Horkheimer. Comment traduire ça? Alors, si on met dialectique des lumières, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que les lumières, Aufklärung, les lumières et les autres termes que j'indiquais, illustration, illuminisme, enlightenment, c'est une étape historique de la pensée.
Alors que Aufklärung, c'est un processus qui sert à désigner cette étape de la pensée européenne, mais qui en même temps reste actuel. On peut dire Freud, c'est le grand Aufklärer. C'est-à-dire qu'on a deux signifiés collés, et alors je vais devoir choisir. Et si je prends Dialectique der Aufklärung, qui est un titre d'un des livres fondateurs de l'école de Francfort, c'est à la fois, au départ, la dialectique des Lumières, mais surtout, c'est beaucoup plus, c'est le débat entre Mythos et Aufklärung, entre le mythe et la raison critique à l'œuvre dans l'Aufklärung. Alors, comment traduire? Si je traduis par les Lumières, c'est restrictif, ça ne colle pas. Pour le titre du livre, Gallimard m'a demandé conseil, et je ne dis pas dialectique des Lumières, surtout pas. J'ai pensé à dialectique de la raison critique, mais ça ne va pas trop non plus, parce qu'on a l'air d'avoir un anagramme du livre de Sartre, critique de la raison dialectique. J'ai proposé dialectique de la raison, faute de mieux. On ne pouvait pas trouver, enfin, je n'ai pas trouvé mieux. Et c'est sous ce titre-là que le livre est paru. Mais si je veux traduire ce deuxième sens d'Aufklärung, alors je dirais le déniaisement. Autrement dit, l'Aufklärung, c'est à la fois les lumières avec un grand L et un déniaisement. Et là, on voit les limites de la traduction. C'est que je vais devoir, dans certains textes, ne pas traduire le même terme source par le même terme cible. Et là, il y a un débat. Certains vont vouloir rigidifier la chose. Par exemple, pour la psychanalyse, dans la nouvelle édition, Laplanche voulait qu'à chaque terme freudien corresponde à un terme français, avec des absurdités, avec des difficultés. Puisque, par exemple, Hilflosigkeit, c'est le fait d'être désemparé. La traduction française serait désemparé, désarroi. Mais Hilflos, l'adjectif, on ne va pas dire désarroyeux, on va dire comme un enfant, on est désemparé. Donc on est désarroi, détresse ou désemparé. Et alors l'adjectif et le nom ne collent pas. Là c'est autre chose. Dans un cas, c'est deux signifiés qui vont avoir deux termes cibles différents. Là on a au contraire pour le même signifié des signifiants dépareillés. Et alors moi j'avais proposé, pour rigoler un peu, détresse et détressif. Mais ça ne va pas non plus. Hein. Voilà. Alors écoutez, il est temps de faire une fin. Et alors peut-être une formule, oui, c'est que en même temps, un des intérêts du travail que nous avons, c'est qu'il y a de la redondance discursive. Et que par conséquent, le texte théorique, le texte philosophique, le texte des sciences humaines apporte assez de redondance pour qu'on puisse jouer sur les interstices qu'il nous laisse ouverts pour que l'écriture traduisante puisse essayer de relever le défi, ce qui n'est pas toujours facile et pas toujours réussi. Et j'aurais voulu terminer sur ce qu'on appelle en rhétorique une antimétabole, c'est-à-dire que j'ai esquissé quelque chose traitant de la traduction de la philosophie, mais l'horizon de ma réflexion, c'est une philosophie de la traduction. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci.